Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale. Il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je vous propose d'aborder un sujet sensible mais nécessaire, celui de la maladie qui met à rude épreuve notre bien-être. Le cancer a touché en France en 2023 plus de 400 000 personnes, selon l'Institut national du cancer. Pour en parler, j'ai choisi d'inviter une personne qui vit avec la maladie et qui libère la parole sur ce sujet. Il s'agit de Magali Rochereau, animatrice radio et podcasteuse. Dans cet épisode, nous abordons ensemble ce que change l'arrivée d'un cancer dans notre corps et notre tête et sur quoi l'on peut s'appuyer pour traverser cette épreuve au mieux et faire de la place à son bien-être. Entre joie, émotion et sourire, ce témoignage est un puissant appel à l'optimisme pour tous ceux et celles qui passent par là et accompagnent des malades sur leur chemin de vie. Un grand merci à Magali d'avoir ouvert son cœur au micro d'Epion. Très belle écoute à tous. Bonjour Magali. Bonjour Amira. Je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui dans Epion Podcast. Merci, moi aussi je suis contente d'être là. Super. Alors Magali, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible mais je trouve hautement important. C'est le sujet de la maladie, en l'occurrence du cancer. Quand on sait aujourd'hui que presque une personne sur 5 le traverse dans sa vie, je trouve que c'est très important d'en parler et je te remercie de venir en parler à mon micro et de nous partager ce qui t'a aidé toi et ce qui t'aide toujours dans ta vie. Avec plaisir, je communique pas mal dessus via mon podcast, donc ça me fait très plaisir tu vois, de répondre à tes questions. Super, on va commencer par une petite présentation. Est-ce que tu peux te présenter à ceux et celles qui nous écoutent, Magali ? Donc, je suis Magali, j'ai 48 ans maintenant, j'ai 3 enfants, 3 garçons. J'étais dans une vie antérieure soignante, j'étais kiné et ostéopathe en libéral. Et depuis que j'ai traversé le cancer du sein en 2017, je me suis reconvertie et j'ai réalisé mon rêve de radio, parce que c'est quelque chose que j'avais hyper envie de faire. Je me suis formée et voilà, maintenant je suis devenue animatrice radio chez Radio France, chez Vivre FM. Je fais des podcasts, je fais le podcast À coup de pourquoi les survivants du cancer racontent leurs histoires. Et voilà où j'en suis. Super, donc c'est vraiment suite à ta maladie que tu t'es reconvertie. Ça a été ça le déclic Exactement, c'est suite à la maladie que je me suis autorisée à mettre un grand coup de pied dans tout ce que j'avais construit jusque-là, puisque le cabinet où je travaillais, c'est également moi qui l'avais construit de zéro. Donc, et ça marchait bien, j'étais en train de racheter un local pour m'agrandir. Et donc, quand on en est arrivé là, c'est vraiment une question de s'autoriser parce que c'est pas si facile que ça, voilà. C'est quand même le grand écart, on change tout. On change tout et on se met en risque, en vrai. Ouais. En tout cas, ça t'a réussi. Oui, ça m'a réussi, vraiment. Plus que réussi, ça... Vraiment, c'est d'ailleurs le sujet de mon podcast, la transformation, c'est plus qu'enrichissant. Et pourquoi d'ailleurs tu l'as appelé À coup de pourquoi ? Alors, il y a 2 raisons. Déjà, cette phrase appartient à une chanson de Jacques Brel, de Ne me quitte pas, À coup de pourquoi, au cœur du bonheur. Et donc, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et en fait, elle correspondait à ce que je voulais dire parce que je voulais parler du pourquoi. Tu sais, dans la maladie, dans le cancer surtout, le pourquoi, en un mot, c'est une question qui rend fou parce qu'en général, dans la grande majorité des cas, on ne sait pas pourquoi on est atteint du cancer. Et donc, j'ai transformé en pourquoi en 2 mots, pour point quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de cette épreuve ? Est-ce qu'on se transforme ? Est-ce que l'épreuve a un sens ? C'est vraiment la question qui me passionne.
On va revenir du coup sur ton parcours, on va dire avec la maladie. Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu comment la maladie est entrée dans ta vie ? Eh bien écoute, je venais d'accoucher de mon 3e garçon Michel en octobre et quand mon corps a repris ses droits après l'accouchement, moi j'ai jamais allaité mes enfants, mes seins étaient complètement dissymétriques, donc tu vois... je m'en suis aperçue peut-être, je dirais, 1 mois après l'accouchement, tu vois. Et j'ai téléphoné à une copine gynécologue Moi, j'étais pas du tout stressée parce que, tu sais, les seins, dans la grossesse, il y a vraiment des variations et tout. Mais elle, tout de suite, elle s'est inquiétée. Donc, tout de suite, elle m'a fait passer des examens. Je te passe les détails, mais en gros, on m'a diagnostiqué un cancer du sein début décembre. Donc, ça veut dire 1 mois et demi après l'accouchement. Et tout est allé très vite puisque donc, mon cancer est hormonodépendant, ce qui fait que ça a flambé pendant la grossesse et c'était pris à un moment très tard finalement parce que c'était, tu vois, tout mon sein était pris par le cancer et tous mes ganglions étaient cancéreux. Donc on était dans l'urgence quoi. Donc tout de suite opération, mastectomie en urgence et puis toute l'année qui a suivi, j'ai été traitée donc un peu classiquement, c'est-à-dire donc chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie puis hormonothérapie. Donc ça veut dire que tu l'avais avant d'accoucher, parce que tu dis il est hormonodépendant, donc tu avais déjà le cancer avant d'accoucher de ton 3e garçon. Exactement, oui, je l'avais. Et voilà, je tiens à dire que c'est pas l'enfant qui amène le cancer, mais la grossesse avec les bouleversements hormonaux qui le fait avancer très très vite. Et là, du coup, comment tu réceptionnes cette nouvelle Bah écoute, je trouve que quand on me l'annonce, évidemment, je trouve que c'est un scandale. Ça me fait pas basculer, mais ça me déstabilise énormément, évidemment. Mais en étant soignante, je connais cette maladie. J'ai suivi beaucoup de femmes avec un cancer du sein, et je sais les statistiques et je sais qu'elles sont bonnes. Donc je me dis, voilà, je vais me soigner et je vais y arriver. C'est ça que je me dis. Sauf que j'ai eu une 2e annonce, une fois, donc on m'a retiré mon sein, la tumeur, tu vois. Ça, c'était combien de temps après que tu l'aies su ? C'était, tu vois, 2 mois à peu près après l'accouchement, fin décembre 2017. On m'opère en urgence, on me retire le sein droit. Et après, quand on t'opère, il y a toujours une visite post-opératoire, tu vois. Donc c'est, je crois, 20 jours après, quelque chose comme ça, je vais voir mon chirurgien pour qu'il m'explique, voilà, ce que je vous ai enlevé. Ils analysent, tu vois, ce qu'ils ont enlevé. Et ce jour-là, mon chirurgien me dit, c'est grave et massif, votre tumeur faisait 12 cm. Donc je ne sais pas si tu es habitué un petit peu aux tumeurs du cancer du sein à savoir, mais moi, par exemple, je connais que moi qui ai une tumeur de 12 cm, c'est énorme. Et tous les ganglions qui ont été enlevés étaient cancéreux. Donc en fait, on prend cette maladie, je comprends qu'on prend cette maladie à un moment hyper avancé. Donc la bonne nouvelle que je sais 2 jours après, c'est parce que je fais un PET scan. Un PET scan, c'est un examen où tout ton corps est scanné et on voit si tu as autre chose ailleurs, tu vois. Donc ça, c'est vraiment l'examen qui fait hyper peur parce que c'est là qu'on découvre éventuellement des métastases, une délocalisation du cancer. Et à ce moment-là, on parle plus de la même maladie, on parle de quelque chose d'encore plus grave. Et là, la bonne nouvelle, dans toutes ces tristes nouvelles, c'était que ça restait localisé au sein et aux ganglions, tu vois. Donc c'est énorme comme nouvelle. Donc j'étais très contente. Mais si tu veux, je savais que c'était... vraiment, c'était très massif. Et il me l'a dit. Et il m'a vraiment placé à un endroit où il m'a évoqué ma fin, quoi, tu vois, on sait pas... j'ai senti une impuissance, quoi, de sa part. On sait pas ce qui va se passer après. On va pas parler de reconstruction pour le moment. C'est beaucoup trop tôt. Tu vois, toutes ces phrases où il y a vraiment un point d'interrogation. Bon, donc à ce moment-là, c'était pas de la déstabilisation, c'était de la sidération, tu vois, c'est pour la première fois de ta vie. En fait, tous les gens qui ne sont pas atteints par la maladie se pensent immortels quelque part inconsciemment, tu vois. Et quand on est atteint par la maladie et quand on a cette vision peut-être de la fin, la première fois qu'on l'a, c'est une grosse chute, quoi. Tu comprends, voilà, que t'es pas immortel, tu comprends ta vulnérabilité, ta fragilité, et tu comprends que tu vas mourir, parce qu'on va tous mourir, tu vois. Mais ça, on comprend pas quand on n'est pas face à ça. Donc voilà, sidération, pleurs pendant une semaine, tu vois, on accuse le coup, quoi. Et puis un jour, on se dit, bon, je vais me remettre debout, tu vois. J'ai un nouveau-né quand même, j'ai 2 enfants.
Donc, il s'agirait de tenter le coup quand même. Donc, un jour, on se remet debout et puis on part un peu à la bataille. J'ai horreur des mots guerriers, tu vois, pour la maladie, mais il y a quand même un peu de ça, tu vois. Il y a quand même un peu de... Ok, on y va, quoi, on y va. Et comment tes proches ont réagi? Quelle a été leur attitude? Et comment toi, tu t'es adapté ou pas face à eux? Comment tu leur en parlais? Alors, il y a plusieurs types de proches. Mon premier proche, c'est mon mari, qui a été aussi impacté que moi par la deuxième annonce. Je me souviens de ses larmes. Mais c'est aussi lui qui m'a dit, au bout d'une semaine, et qui m'a aidé à me relever, il m'a dit... on peut pas rester comme ça, il faut y aller, il faut aller se battre, ok. Donc lui, il a été vraiment plus qu'un soutien, tu vois, c'est ma base, quoi. Ensuite, mes enfants, il a fallu leur expliquer, donc ça, on s'y est pris... tu vois, un jour avant les vacances de Noël, parce que tout est allé très vite, tu vois, et comme tout de suite je me faisais opérer, tout de suite j'étais hospitalisée, il fallait communiquer, puisque ça allait changer toutes les vacances. Donc on les a pris, on a fait un petit déjeuner pique-nique, tu vois, sur notre grand lit, et avec le bébé aussi, Michel, et donc ils ont tous entendu la même chose, maman est malade, c'est un cancer, parce qu'il faut les armer, il faut qu'ils connaissent le mot. Donc tu leur as dit, tu leur as donné le mot. Ouais. Mais il faut, parce qu'après, tu vois... Ils ont quel âge d'ailleurs, tes enfants? À l'époque, ils avaient quel âge? À l'époque, ils avaient peut-être 10 ans, 7 ans, non, plus petit que ça, 9 ans, 6 ans et 0 ans, quoi, tu vois, quelques mois. Donc ouais, il faut les armer parce que les enfants sont cruels, en fait, dans la cour de récré. Vraiment, tu le sais, ça, c'est que ta maman a un cancer, ta maman va mourir, tu vois, ils sont cruels entre eux. Donc il faut dire les mots et pour les armer et pour leur expliquer que ça va aller. Donc nous, on n'avait aucune idée de si ça allait aller ou pas, mais c'est ce qu'on a communiqué, que j'allais être fatiguée, j'allais perdre mes cheveux, ça allait pas être facile, mais que j'allais m'en sortir. Ok. Voilà. Et ils ont entendu? Oui, donc les enfants, c'est toujours un truc un peu particulier. Tu leur dis, puis ils retournent jouer. Tu vois. Ouais, ça reste abstrait peut-être pour eux à cet âge-là? Non, je crois qu'ils réceptionnent complètement, mais tu vois, il faut le temps que ça digère, le temps qu'ils comprennent les mots. Mais non, les enfants comprennent tout et tout de suite, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, toi, quand on te l'a annoncé, est-ce qu'un psychologue est venu te voir, une personne pour... c'est un gros coup, mine de rien. Est-ce que quelqu'un est venu t'accompagner, discuter avec toi ou pas du tout? Tellement pas. C'est vrai? Ah non, tu peux pas savoir comme on t'annonce cette maladie très grave et puis tu te retrouves sur le trottoir rue d'Ulm à Curie et avec aucune aide, aucun accompagnement psychologique. Non. Là, mais enfin après, si tu veux, je suis tellement heureuse d'être suivie à Curie. Je veux pas du tout leur tirer dans le dos. C'est pas du tout ça. Mais effectivement, je crois qu'il y a des progrès à faire en accompagnement, vraiment, parce que pour l'annonce, moi, j'étais seule, hein, c'est sûr, ouais. Et tu as cherché à parler à quelqu'un, à te faire accompagner? Bien sûr, oui, j'ai mis en place, donc ils proposent plein de soins de support. J'ai contacté une psychologue, je me suis fait suivre, mais voilà, c'est moi qui ai mis tout en route. Ouais. Ok, donc là on est au tout début, donc un mois après, donc tu fais ta mastectomie, tu entres dans un processus de quoi? De chimiothérapie, de radiothérapie? Oui, d'abord chimio, donc c'est-à-dire, c'est vraiment j'ai eu le protocole classique, 4 énormes chimios hyper dark, hyper noir, tu sais, vraiment hyper toxique. Et après ça, 12 séances de Taxol. Par rapport aux premières injections, c'est vraiment beaucoup, beaucoup moins dur. Mais là, après, le Taxol, ça reste quelque chose comme un marathon. Tu vois, 12, une par semaine, il faut tenir jusqu'au bout, quoi. Donc là, tu ne travaillais plus de toute façon à cette époque-là, tu étais arrêtée? Moi, j'ai fait le choix de m'arrêter parce que j'étais en libéral, mon travail était physique et mon travail, c'était de soigner les gens. Donc, je ne me sentais pas du tout capable de soigner des gens alors que moi, j'étais en soins. J'avais besoin de ce moment pour me soigner moi. Tu vois, moi, la question ne se posait pas, mais j'ai rencontré plein de gens pour qui le travail est un support. Est une aide pratiquement. Donc, il y a tous les cas de figure. Mais moi, j'avais besoin de m'arrêter. Et puis, la suite confirmera qu'en plus, j'avais carrément besoin de vraiment d'arrêter ce travail et de faire autre chose, tu vois, en plus.
Qu'est-ce que le cancer vient changer sur ton bien-être général, physique, émotionnel? Qu'est-ce que tu découvres? Qu'est-ce qui change dans ton quotidien? Tout change, tout bascule et moi, je me transforme. Tout change. Et pour être complètement exact, donc là, je t'ai parlé de cette première année de traitement. Ensuite, j'ai été en rémission, mais pour avoir bien tout le profil en tête, il faut que je parle d'après, parce qu'en fait, ma maladie n'est pas finie. J'ai appris l'année dernière, un petit peu par hasard, c'est-à-dire que je me suis fait opérer des ovaires pour alléger mon traitement d'hormonothérapie. Et on a découvert, et ça, c'était donc une troisième annonce, que j'avais des micro-métastases dans les ovaires qui m'ont enlevée. Donc ça, c'est pareil, ça fait passer la maladie dans un autre stade, c'est-à-dire que ma maladie maintenant c'est un cancer métastatique, ça s'est délocalisé, même si donc je suis hyper suivie, je passe des PET scans tous les 3-4 mois et je n'ai rien, tu vois, j'ai rien d'autre ailleurs, mais à partir du moment où on a trouvé un autre endroit des cellules cancéreuses, ça veut dire que ça a migré et donc que ça peut se développer partout ailleurs. Donc, je suis un traitement de thérapie ciblée qui me protège et voilà, je passe des examens tous les 3-4 mois pour être sûre que tout va bien. Voilà, donc j'en suis là aujourd'hui et c'est vraiment encore une évolution dans ma façon de me gérer et de gérer mon bien-être, ça aussi. Donc, pour revenir à ta question, qu'est-ce que ça a changé? Donc, tout. Déjà, en fait, je dirais 2 choses capitales. Donc, évidemment, bon, tout a changé, même mon alimentation, ma façon de faire du sport et tout. Mais si je devais dire 2 choses capitales, c'est déjà une gestion émotionnelle, tu vois, parce que quand on est dans ce genre de maladie, on a très peur. Donc, la ressource que j'ai trouvée, à part le psy qui est vraiment la base, tu vois, mais la ressource que j'ai trouvée, et ça me fait vachement plaisir parce que tu as interviewé Caroline Lamassoure à ton micro il n'y a pas longtemps, c'est le MDR. Le MDR, je ne saurais plus dire ce que ça veut dire chaque lettre comme sigle, mais c'est une façon de travailler tes souvenirs et tes souvenirs traumatisants par l'intermédiaire du mouvement des yeux, et ce que ça fait, c'est que ça relègue tes souvenirs traumatisants très très loin dans ta mémoire, comme si ces souvenirs qui ont finalement 6 mois avaient 30 ans d'existence. Donc, en fait, ils ont beaucoup moins d'impact sur toi, tu vois. Donc ça a été la base d'aller mieux, tu vois, parce que j'avais pas fait ce travail pour ma première annonce et l'annonce était encore bien présente, tu vois, dans ma mémoire. Et donc avec Caroline Lamassoure, qui est une amie, j'ai fait ce travail pour donc mes premières annonces et pour l'annonce des ovaires. Donc, si tu veux, ça a été complètement basculant. Je suis arrivée chez Caroline très mal et je suis repartie, effectivement, mes souvenirs étaient en noir et blanc pratiquement, tu vois. Donc j'avais beaucoup moins peur. Donc ça a été game changer un peu, on va dire. Complètement, ça m'a vraiment fait beaucoup de bien. Donc ça, c'est pour parler des émotions. Tu l'as pas fait dès le début, donc tu disais, j'ai commencé par le psy. D'ailleurs, tu disais, le psy, c'est la base, mais en fait, je me rends compte que toutes les personnes atteintes du cancer ne vont pas systématiquement voir un psy, en se disant qu'elles n'en ont pas besoin. Donc déjà, se dire, c'est vraiment le minimum. Ah bah c'est ce que je dis, c'est la base, quoi. Enfin, je comprends, je vois très bien pourquoi ils y vont pas, parce qu'ils se disent j'ai tout compris, je vois très bien ce qui va pas, je parle à mes proches, j'ai la parole libérée là-dessus. Oui, mais non, ça suffit pas. En fait, un psy, c'est un thérapeute et ils savent où vous emmener pour que ça aille mieux. Donc, il faut vraiment pas se priver de cette richesse énorme, tu vois, et en plus donc richesse pour aller mieux, mais aussi richesse pour évoluer, tu vois, pour se transformer. Donc voilà, EMDR, psy évidemment. Certains ont peur d'ailleurs de mettre des mots sur leur maladie, c'est quelque part y faire face, d'en parler. Ah bah ça c'est le premier truc, tu vois, si déjà t'as peur d'en parler, c'est que ça va pas, tu vois. Je trouve que la première chose c'est d'arriver à formuler ce qui t'arrive. C'est la première chose. Ouais. Donc, allez voir un psy, bien sûr. Allez voir des thérapeutes. Ça, c'est ma prise en charge émotionnelle. Le MDR, t'as fait combien de séances, du coup ? Écoute, une seule, et ça a tout changé. Après, j'imagine que plus on en fait, et peut-être mieux c'est, hein, je sais pas. En tout cas, moi, une seule, déjà, ça a été super. Super.
Donc psychologue, EMDR. Voilà, et ensuite, donc ça c'est plutôt pour mon bien-être émotionnel, pour arriver à être stable avec cette maladie qui est autour de moi quand même, tu vois, même si je répète, j'adore répéter que j'ai rien au final, tu vois. C'est hyper difficile à comprendre ça, tu vois, le truc, t'as rien, aucune tumeur, rien du tout, et je touche du bois, mais tu sens que t'as quand même quelque chose de super grave. J'ai mis énormément de temps à comprendre ce que j'avais, tu vois, c'est vraiment hyper difficile à comprendre. Donc bien-être émotionnel et ensuite évidemment bien-être physique. Donc la maladie transforme tout. Donc bien-être physique, moi ça passe par mon traitement, tu vois. Il faut que j'arrive à supporter mon traitement. Ton traitement, tu peux nous réexpliquer ce que c'est ? Ouais, c'est de la thérapie ciblée, donc plus de l'hormonothérapie. Donc l'hormonothérapie, c'est pour bloquer tes hormones, tu vois. Parce que mes hormones sont nocives pour moi. Donc l'hormonothérapie, par exemple, ça a beaucoup de répercussions aussi sur tout ce qui est sexualité. Majoritairement, c'est surtout ça, quoi. Perte de libido, sécheresse. Donc ça aussi, c'est des choses dont il faut s'occuper pour avoir une vie pleine, tu vois, parce que mine de rien, ça change quand même tout aussi. Et après, donc la thérapie ciblée en tant que telle, j'ai un cachet le matin, un cachet le soir. Donc c'est quelque chose que je fais toute seule, je veux dire, pas du tout problématique comme prise de médicaments. Mais ça, c'est vraiment un traitement hyper difficile qui se rapproche un peu de la chimio, même si c'est pas comparable. Hein. Mais ça se rapproche un peu de ça. Je perds mes cheveux pas mal. Je dis que... Enfin, justement, hier, j'étais en train d'envoyer des textos à une de mes amies que j'ai interviewée dans mon podcast, qui... parce que je commençais à m'inquiéter pour mes cheveux. Elle me dit, oui, c'est effectivement... Moi, j'ai perdu 40% de masse... de cheveux, donc voilà, bon bah faut le savoir, c'est comme ça, tu vois, donc tu fais des ça c'est tout le temps, c'est à vie que tu vas perdre tes cheveux ou c'est vraiment au début du traitement ? J'ai l'impression que les cheveux, ça dure pendant que tout le traitement dure. Et comme c'est un traitement, pour l'instant, en l'état actuel de la recherche, qui est à prendre à vie, tu vois. Mais effectivement, tu vois, ça, c'est aussi une de mes ressources. Je me dis, ça avance tellement vite, la recherche dans le cancer, que je me dis, et j'espère bénéficier justement des nouveaux résultats, tu vois. Mais bon, pour le moment, thérapie ciblée, et j'ai déjà beaucoup de chance d'avoir cette solution-là. Voilà, donc thérapie ciblée, en gros... des problèmes, je dirais, un petit peu articulaires, tu vois, de raideur articulaire et musculaire, je dirais. Des problèmes digestifs, intestinaux. Et une fatigue, Amira, mais une fatigue abyssale, quoi, vraiment. Voilà, donc il faut s'atteler, je trouve, hein, à chacun des problèmes pour essayer de trouver... c'est pas vraiment une solution, tu vois, c'est juste une manière de vivre les choses mieux, tout en sachant que vraiment notre corps est magicien, parce que j'avais déjà trouvé ça lors de ma première hormonothérapie. Tu sais, au début, quand tu prends tes médicaments, tu te dis, mais ça va pas être possible, quoi. En fait, j'ai plus de vie, ça ne marche pas. Et en fait, ton corps, eh bien, il s'adapte. Il supporte. Déjà, il supporte, bravo, tu vois. Et en plus de ça, il s'adapte, il trouve des moyens de s'adapter, et tu as de moins en moins de problèmes. Et ça, je trouve ça hallucinant, tu vois, parce qu'au début, tu te dis, mais je vais pas y arriver, et en fait, si. Donc, moi, par exemple, ma thérapie ciblée, ça fait 1 an que je la prends. J'avais vraiment des problèmes, tu vois, intestinaux qui me faisaient peur, parce que, en gros, ça impactait vraiment ma vie de tous les jours, tu vois, d'une façon vraiment pas très agréable. Et j'ai plus de problèmes. Enfin, j'ai mal au ventre, j'ai toujours des petits trucs comme ça, mais j'ai plus... tu vois, peur de devoir m'arrêter dans un café, enfin le truc horrible, tu vois, m'arrêter chez des gens pour aller aux toilettes, quoi. C'est vraiment, ça c'est vraiment, vraiment compliqué. Donc le corps s'adapte. Tu as dû d'ailleurs changer ton alimentation ? J'ai changé mon alimentation du tout au tout depuis la première minute de ma maladie. Tu vois, j'ai été allée voir un naturopathe, je m'étais vachement renseignée et j'ai maintenant une alimentation qui est vachement à base de légumes, fruits, tu vois, je dirais céréales. Beaucoup moins de viande, pratiquement plus de viande du tout, beaucoup moins de gluten, j'essaye, plus de sucre. Pourquoi le gluten ? Parce que c'est un aliment a priori inflammatoire.
Et donc, je m'en suis complètement passée, tu vois, dans la première phase de la maladie, quand j'étais en chimio et après. Là, je t'avoue que maintenant, je lâche un petit peu sur le gluten parce que ça me fait envie, tout simplement, tu vois. Mais si je peux éviter, j'évite. Voilà. Donc voilà, l'alimentation, j'avais tout transformé. Et maintenant, avec la thérapie ciblée, c'est plus trop... Là, je suis toujours mes nouveaux principes d'alimentation, mais je suis aussi ce qui me donne la pêche, de l'énergie, ce qui me fait du bien, tu vois. Mais ça va dans le même sens, en fait. Et puis surtout, ce qui change la vie, c'est la fatigue. Et donc, c'est vraiment surtout là qu'il faut, je trouve, trouver des moyens que ça passe, en fait, tu vois. Et les moyens que ça passe, pour moi, c'est de me coucher hyper tôt, tu vois. Je me couche comme mes enfants. Quand je me couche comme mes enfants, ça va. Vraiment, ça va. Et quand on est en forme, tout va bien, tu vois. Quand je suis fatiguée, je rame pour tout. Tout est un problème. J'ai même une sorte de tristesse, tu vois. Donc ça, c'est le point clé, tu vois, je trouve, pour moi. Et ça a l'air de rien, mais ça change toute la vie. C'est-à-dire, si tu dois te coucher entre 8 et 9, bah, tu fais beaucoup moins de choses le soir avec tes potes, avec ton conjoint. Enfin, tu vois, voilà. Donc, il faut accepter ça. Mais c'est le prix, tu vois, d'être... en forme, et donc le prix d'être heureuse, finalement. C'est vraiment ça, quoi, tu vois. Et cette fatigue, c'est vraiment la conséquence directe de ce traitement ? Complètement, ouais. Est-ce qu'au niveau de ton travail, il y a des adaptations pour te permettre de faire des petites siestes ou autres ? Non, je fais pas ça parce que justement, si je fais des siestes, j'arrive plus à dormir à 21h, tu vois. Donc j'évite les siestes, sauf quand je travaille en matinale à la radio, parce que ça, c'est des choses que je suis amenée à faire maintenant dans ma nouvelle vie. Et donc ça, effectivement, ça nécessite encore d'autres, tu vois, d'autres moyens d'adaptation. Effectivement, peut-être une sieste de 10 minutes, tu vois, qui t'empêche pas de redormir le soir très tôt. Voilà, faut pas s'empêcher ce genre de choses quand tu te lèves à 4h du matin, quoi, c'est sûr. Mais voilà, c'est un point central, cette fatigue et ce sommeil. Oui, parce que c'est vrai que moi, je remarque, donc j'ai déjà été amenée à côtoyer des personnes qui ont un cancer. C'est vrai qu'on voit la fatigue. On voit la fatigue et parfois on voit les endormissements même. J'ai déjà vu des personnes s'endormir, même assises. Et c'est vrai que ça surprend l'entourage et limite on a envie de dire mais vas-y, va marcher, va bouger. Et en fait, toi, tu as l'air de confirmer qu'en fait, il faut accepter aussi cette fatigue. De toute façon, il faut tout accepter. Oui, c'est sûr. C'est une vraie question, bravo de le dire. Il faut tout accepter. Et c'est pas si facile parce que on n'a pas la même vie que tout le monde, tu vois. En fait, faut pas se comparer. Il faut tout accepter d'un coup, enfin, en tout cas, à son rythme. Oui, ça, c'est vraiment le secret, c'est accepter. Et bien dormir, du coup. Et bien dormir. Ouais, s'arranger pour bien dormir. Ouais, ok. Au niveau des activités physiques, du sport, tu parlais un peu de tes raideurs tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une activité physique ? Est-ce que tu entretiens ton corps ? Oui, et ça depuis le début, depuis la première annonce de la maladie, puisque tu sais, il y a eu des études sur cette maladie du cancer qui expliquent que toute activité physique est bonne pour justement lutter contre la propagation des cellules cancéreuses. Ça, c'est vraiment chiffre à la clé, quoi. Tu vois, c'est prouvé. Donc depuis le début, c'est une priorité également. J'essaye de, tu vois, de toute façon, tout est question de priorité, hein, donc le sommeil, voilà, le sport, oui. Ça veut dire qu'il faut le mettre dans ton emploi du temps, tu vois. Si tu veux le faire, il faut le mettre dans ton emploi du temps. En gros, tu vois, moi je suis parisienne, donc je profite des piscines parisiennes, je nage. Je courais beaucoup, j'avoue que je cours moins parce que je trouve que c'est assez contraignant et ça me fatigue, en fait, de courir. Donc c'est moins ça. Je marche énormément. Dès que je peux marcher pour aller d'un rendez-vous à l'autre, je marche. Ça me fait vraiment du bien. Et c'est aussi bon pour les os parce que quand on a des traitements anticancéreux, c'est des traitements qui font que tes os sont moins denses, tu vois. Donc la marche, c'est super pour ça, pour bien densifier tes os. Donc ça, tu le cales vraiment dans ta journée de... Ouais. Ouais, je cale au moins, tu vois, 2 fois du sport en tant que tel, donc 2 piscines, tu vois, et puis le reste du temps, je marche dès que je peux. Ouais. Oui, bah c'est bien justement de pas
s'arrêter à la fatigue, parce que c'est vrai qu'on peut se dire je suis fatiguée, donc en plus je travaille, donc je vais faire moins d'activités pour être moins fatiguée. Mais c'est défatigant, le sport. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, ça, c'est défatigant. Vous sortez mieux que vous rentrez dans la séance de sport. Ouais. Très clair, super. Ton corps, de manière générale, est-ce que tu dirais que le cancer a changé ton rapport à ton corps, à ta féminité ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ça ? Oui, mon corps il a été hyper changé puisque on m'a opéré d'abord d'un sein, donc on me l'a enlevé et je suis restée 18 mois à plat du côté droit. J'ai ensuite été reconstruite, mais toute mon histoire personnelle que j'ai déjà racontée dans des podcasts ont fait que j'ai demandé une opération de l'autre sein aussi, parce que je voulais pas qu'on m'annonce que j'avais un cancer dans l'autre sein. Donc j'ai enlevé l'autre. Voilà, okay. J'ai demandé, ce qui n'a pas été évident à obtenir, mais ce que j'ai obtenu. Et le gauche, donc on me l'a reconstruit de façon immédiate. Donc là, j'ai mon sein droit qui est reconstruit avec mon ventre. Ça s'appelle un DIEP. Et mon sein gauche qui est reconstruit à l'aide d'une prothèse. Ce qui fait que j'ai plein de cicatrices, mais finalement, qui ne se voient pas du tout quand je suis en maillot. J'ai une cicatrice, j'ai une cicatrice sur le sein droit, j'ai une cicatrice sur le sein gauche et j'ai surtout une cicatrice sur le ventre qui va de gauche à droite, tu vois, qui fait tout mon ventre au niveau du bas du ventre, tu vois, mais qui est cachée par une culotte haute, tu vois. Et j'avais plus donc de téton à droite, vu qu'on m'a tout enlevé. Et en fait, j'adore comme mon corps est devenu, mais j'adore ce que ma vie est devenue. J'adore la transformation que tout ça a généré sur moi. Vraiment, c'est bizarre, mais je suis vraiment super heureuse de tout ce que je suis devenue, tu vois. Et je dis ça parce que j'ai décidé, à la place de mon téton, de tatouer un cœur rouge. En fait, moi, c'est ça qui me plaisait, tu vois. Et j'adore. Je trouve ça... en plus, il est hyper bien fait. J'ai choisi, je sais pas si tu vois, le cœur de la petite fille de Banksy. Je sais pas si tu vois, tu sais, qui tient un ballon. Oui, je crois, ouais, d'accord. Il est un peu dissymétrique, il est très joli. Et la tatoueuse qui m'a fait ça est vraiment super forte en couleurs et tout. Donc, c'est vraiment hyper réussi. Et c'est bête de dire ça, mais tu vois, on m'a enlevé mon ventre pour en faire un sein. Du coup, moi qui avais toujours vachement de ventre, après 3 enfants, j'ai un ventre hyper plat. Enfin, tu vois, en fait, voilà, finalement, ça me va bien tout ça, quoi. C'est très beau. En tout cas, tu le dis d'une très jolie manière. D'ailleurs, je t'ai pas demandé, tu allaitais ton enfant quand tu as accouché ? J'ai allaité aucun de mes enfants. Ok, donc il n'y avait pas de question qui se posait à ce niveau-là. Et tu as dit, j'ai demandé l'autorisation d'enlever mon sein, parce que ils peuvent refuser ? Oui, c'est pas dans le protocole. Si tu n'as pas un cancer d'origine génétique, d'enlever un sein sain, tu vois. Donc j'ai dû faire encore un petit bras de fer avec mon chirurgien, mais ça m'a été autorisé. Donc c'est un peu un cadeau aussi, tu vois, parce que c'est très protocolé, ces protocoles de cancer du sein, de cancer de... Tu sais, ils ont vraiment des protocoles à suivre. Et puis, tu sais, on a la chance d'être en France où tout ça est gratos, quoi. Moi, je me rends compte parce que, si tu veux, je vois passer les papiers de la Sécu avec le prix de mes traitements, encore aujourd'hui, mais le prix des chimios, le prix, ne serait-ce qu'un médicament antinauséeux quand j'étais... Mais tu peux pas savoir le prix que ça coûte. Et voilà, donc il faut savoir ça. Et une opération, ça coûte beaucoup de sous. Donc c'est pour ça qu'ils ont des protocoles à respecter. Et quand tu sors du protocole, tu vois, il faut savoir pourquoi. Il faut négocier, en fait. C'est pas... on te le donne pas comme ça, quoi. Mais ils ont accepté. D'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas si tu peux faire le test pour savoir si tu es porteur des gènes en France. Du cancer du sein. Si, bien sûr. En gros, il y a une sorte de dépistage avant, en fonction de tes antécédents. Tu vois, ils te posent plein de questions. Et moi, donc j'ai fait cette consultation génétique. Et il se trouve qu'avec tout mon entourage personnel et tout, ils m'ont dit que vraiment, j'avais 99% de chances que ce ne soit pas un cancer d'origine génétique. Donc, ils trouvaient que c'était pas la peine de faire le test. Et je me suis rangée à leur avis. Ok. Un médecin m'avait dit un jour, je ne sais pas si tu partages cette opinion, que souvent le cancer du sein est lié à un choc dans sa vie. Est-ce qu'on t'a déjà dit ça ? Alors écoute, tu sais, moi j'ai vu les yeux de mon chirurgien quand il m'a annoncé que c'était très grave, et vu l'impuissance que j'ai sentie en lui, eh bien oui, bien sûr, j'ai mis plein de traitements parallèles en route de mon côté, de traitements alternatifs, j'ai vraiment de traitements énergétiques, de traitements de médecine chinoise, et
Du coup, quand je me faisais soigner par ces thérapeutes alternatifs et parallèles, oui, on m'a dit beaucoup de choses comme ça. Et moi, je prends tout, je me pose des questions sur tout. Tu vois, je dis pas du tout que certaines choses ne m'intéressent pas, quoi. Donc oui, j'ai travaillé effectivement sur d'où ça peut bien venir, quel choc, quel problème, quel conflit, en fait, je pouvais peut-être avoir en moi. J'ai travaillé là-dessus, bien sûr. Ouais. Tu penses avoir trouvé des réponses ? J'ai des pistes, j'ai un avis, tu vois, dessus. Ça rejoint toujours le pourquoi, tu sais, on n'est jamais vraiment sûr, mais je trouve que, en tout cas, c'est super d'explorer tout. Ouais. Et justement, tu parlais énergéticien, médecine chinoise. Est-ce que justement, tu as mis des rituels en place, soit dans ton quotidien, soit de manière un peu ponctuelle chaque semaine, pour te faire du bien, au-delà de ce que tu nous as déjà expliqué Non, pas vraiment. En fait, moi, de mon côté, j'ai pas vraiment de rituel. Si, j'ai gardé une chose, c'est un peu bizarre ou pas, c'est que à jeun le matin, avant de mettre quoi que ce soit à l'intérieur de mon corps, de nourriture, je veux dire, ou de boisson, je bois justement un grand verre d'eau tiède, tu vois. Ça, c'est mon énergéticien qui m'avait parlé de ça. Et écoute, c'est quelque chose que j'ai gardé et qui maintenant... si tu veux, je peux pas faire sans maintenant. Donc tu me parles de rituel, c'est un peu la seule chose que j'ai gardée. En revanche, je continue. Tu vois, là, vendredi, je pars à Lausanne voir mon thérapeute énergéticien médecine chinoise qui est à Lausanne et avec lequel je travaille justement sur les différents conflits que je peux avoir en moi. Je vais le voir maintenant tous les 6 mois ou tous les ans. Il me fait un bien dingue, spécialisé justement en oncologie. Et sinon, à Paris, j'ai aussi un énergéticien que je vais voir un peu plus régulièrement. Je dirais tous les 3-4 mois, qui me fait du bien aussi. D'accord, pour des soins énergétiques. Ouais. Ok. Quel conseil, toi, tu pourrais donner aux proches de personnes qui ont un cancer ? Comment les proches peuvent t'aider, t'accompagner au mieux ? C'est une vaste question, vraiment, parce que, tu sais, ça dépend du moment où tu te trouves dans la maladie. Au début de la maladie, à l'annonce, évidemment... il faut être là, tu vois, être là sans chercher de retour, tu vois. Il y a toujours ces questions de je voudrais faire quelque chose, oui, eh bien, envoie des textos, et si t'as pas de réponse, n'en demande pas, parce que la personne est fatiguée, la personne répond à beaucoup de gens, mais montre que t'es là par des textos, par des appels, c'est super, cette présence amicale. Moi, j'ai été tellement bien entourée, j'ai beaucoup de chance. Et ça m'émeut toujours. Et donc ça, c'est le début. Et ensuite, la personne... Enfin, je parle que de moi, d'accord ? Mais je trouve que, et c'est le sujet de toute ma vie maintenant, je trouve que la maladie est transformante. Donc moi, je me suis complètement transformée. Ok, peut-être pas, tout le monde ne fait pas comme moi, d'accord ? Mais de toute façon, la maladie, je trouve que c'est quand même... on n'a pas besoin de transformer tout au point que j'ai fait moi, tu vois, mais il y a quand même des choses qui vont pas rester les mêmes, c'est sûr, tu vois. Et ce que je conseille aux proches, c'est de s'ouvrir à cette transformation et de l'accepter. Parfois, c'est bizarre. Les proches, ça peut être le mari en premier lieu ou la femme. Et parfois, ça fait peur, je pense, d'avoir son conjoint qui, d'un seul coup, devient quelqu'un d'autre. Mais on parle de survie en fait, donc c'est obligatoire. Et puis la personne concernée en fait est super contente de changer, est super contente de se transformer parce que cette maladie, elle nous rapproche de nous-mêmes. Tu vois, on n'a pas le choix que de se considérer quand on nous parle de la mort, tu vois, qui peut être d'une façon ou d'une autre imminente. On n'a pas le choix que de se transformer pour survivre à ça. Et donc, oui, le conseil que je donnerais au final, c'est d'accepter ça, quoi. D'être assez philosophe et aimant pour accepter ça. Et donc, accepter aussi les changements d'humeur, ça c'est vraiment les changements d'humeur, c'est vraiment du quotidien. Enfin, tu vois, c'est des choses qu'on subit par nos traitements et c'est des choses qui sont vraiment pas du tout faciles à vivre. Donc, mais ça il faut en parler, quoi. Je pense que ça vraiment c'est il faut en parler parce que les changements d'humeur, c'est induit par le traitement, mais aussi par la peur,
la personne concernée est malade, je pense déjà ça fait du bien si on voit un psy, si tu vois on s'accepte et on accepte tu vois ce que la maladie nous renvoie et après communiquer à ses aidants, à ses proches le fait que voilà c'est pas facile, mais tout ça si tu veux c'est quelque chose du quotidien qui va se caler normalement, tu vois. Mais effectivement, ça rejoint l'acceptation, tu vois, l'acceptation d'abord de la personne qui est concernée et puis ensuite l'acceptation de l'entourage, quoi. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont peut-être un peu seuls ou isolés, est-ce que toi, tu as des associations ou des choses vers lesquelles ils peuvent s'orienter? Parce que toi, tu as eu la chance d'être entouré et c'est super quand ça se passe comme ça, mais il y a peut-être des gens qui sont un peu plus esseulés. Où est-ce qu'on trouve de l'aide dans ces cas-là? Il y a énormément d'associations cancer. Moi, ce que je connais le mieux, c'est Rose Up association qui sont super, qui proposent énormément de soins de support aussi et de groupes de parole et pour les personnes seules c'est super. Et aussi j'ai travaillé d'ailleurs pour l'atelier Cognac Jet qui aussi propose des soins de support, donc des thérapeutes qui vous proposent des soins. Ça va du yoga jusqu'à la méditation, jusqu'à l'activité physique adaptée, enfin énormément de thérapies et aussi de groupes de parole et aussi de groupes de parole pour les proches des gens atteints. Enfin, vraiment, ça se développe énormément, tu vois. Mais effectivement, les deux que je connais et que j'aime beaucoup, c'est Rose Up Association et l'atelier Cognac Jet. Ok. Et dans un autre style, est-ce qu'on t'a conseillé des livres ou des ressources à lire qui, toi, t'ont aidé comme ça dans ce cheminement? Oui, moi je suis quelqu'un qui lit beaucoup et alors au début j'avais très très peur de lire parce que je voulais pas trop en savoir, parce que j'étais énormément dans la peur et je trouve que c'est aussi une façon de faire qui est valable, c'est-à-dire de se protéger au départ, tu vois. De la même façon que moi je conseille pas du tout d'aller sur internet, j'ai jamais fait ça pour savoir votre cas à vous, quel pronostic c'est super et tout. anxiogène en plus. Ouais. Moi, j'ai jamais fait ça. Et de la même façon, les livres, je me méfiais, tu vois, parce que ça pouvait être des super histoires, mais qui finissent mal. Moi, j'avais pas du tout besoin de ça, en fait. J'avais besoin que de positif. Voilà. J'ai lu, par exemple, Anti-cancer. Je crois que ça, c'est quand même la base, tu vois, de ce que tu peux lire pour te faire du bien. De qui, tu te rappelles? Oui, Servan Schreiber, il me semble. Ah oui, Servan Schreiber, oui, d'accord, oui. Et après, moi, je suis vachement partie dans les trucs un peu ésotériques, par exemple. Quelque chose qui m'a marqué, c'est Le Prophète de Gibran, tu vois. Et ça c'est... Pour chacun trouvera, en fait, la littérature qui lui convient. Ouais, moi, j'avais besoin vraiment de partir loin, quoi, tu vois, d'avoir des ressources un peu lointaines et un peu phares, quoi. Ok, super. Pour finir cet échange, Magali, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de nous partager, d'autres clés qui, toi, t'ont aidé ou t'aident encore dans ta vie et qui pourraient aider ceux qui nous écoutent ou les proches Je vais être obligée de parler du moment présent parce que tout à l'heure, tout de suite, la question que tu m'as posée, d'un seul coup, je me suis dit « Oh là là, j'ai pas du tout parlé de la pleine conscience, de la méditation en pleine conscience que j'ai pratiquée à un rythme hyper soutenu en suivant un stage pendant que j'étais en chimiothérapie et qui a changé toute ma vie parce que justement, moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout dans le présent. J'étais beaucoup dans l'anticipation, dans le contrôle. Et avec cette maladie, badaboum, quoi. Enfin, tout ça, l'anticipation, on s'en fout. Le contrôle, on s'en fout, tu vois. Tout ça, mais rien à voir, on s'en fout. Ce qui compte, c'est maintenant, tu vois. Donc, pour ça, la méditation pleine conscience, ça t'apprend à faire ça, parce qu'il faut apprendre. C'est pas d'un seul coup, tout seul, que tu vas y arriver. Et une fois que tu as appris à faire ça, il faut le pratiquer assez régulièrement, ce que je fais pas assez, je trouve. Et ça rejoint une petite vidéo que j'ai vue de Olivier Goy, qui est passé dans Quelle époque avec Léa Salamé là ce week-end. Donc Olivier Goy qui est atteint d'une sclérose en plaques et qui parlait de ce fameux moment présent et il a dit des choses merveilleuses. En fait, que voilà, il était invincible parce que il avait accepté totalement la mort et du coup la vie, il se rend compte de la merveille que c'était d'être en vie. Voilà. Ce stage, tu l'as réalisé comment ? Tu disais, c'est en même temps que ma chimio, comment ça s'est concrètement Eh bien, c'est justement par des personnes autour de moi que j'ai eu ce contact. Donc en physique ?
Tu pratiquais avec quelqu'un? Oui, j'allais c'était un stage où on était une dizaine, tu vois, de personnes. Toutes les semaines, on avait un rendez-vous de 2 heures, je crois, où on méditait ensemble. Et via ce stage, on avait un livre de méditation pleine conscience pour comprendre les différentes étapes. Et la professeure nous demandait de pratiquer tous les jours une méditation de 45 minutes par jour. Et ça, je peux te dire que c'est difficile à trouver. Mais c'est ça qui change tout. Une fois, je pense que j'ai eu à peu près peut-être 7 séances, tu vois, avec elle. Entre ces 7 séances, je méditais tous les jours 45 minutes et c'est ça, voilà, c'est ça où tu comprends ce que c'est vraiment, tu vois, la méditation, l'instant présent, ça se travaille en fait, tu vois, ça vient pas tout seul. Ouais, ça c'est un super conseil, effectivement. Ouais, la méditation de pleine conscience, oui, je voulais te poser la question. Et tu faisais d'autres choses, des exercices de respiration, des massages d'ailleurs aussi, est-ce que tu as testé des choses Ouais, j'ai testé des massages ayurvédiques que j'ai beaucoup aimé. Moi, tu sais, j'étais kiné avant, donc le massage, j'ai une histoire avec le massage déjà, et aussi une façon d'aimer me faire masser je suis difficile, et du coup, j'adore me faire masser, mais quand j'ai pas ce que je veux, ça me frustre plus qu'autre chose, donc c'est pas quelque chose qui est présent vraiment dans ma vie. Mais ça arrive, et quand ça arrive, je suis très contente, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Mais c'est pas quelque chose tu vois, que j'ai instauré, que j'ai mis et qui revient régulièrement. Ok. Bon, je pense qu'on a plein de conseils, Magali. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Je vois ton très beau sourire, tout le monde ne le voit pas, mais... Un mot de la fin... Ou un message pour finir que tu as envie de partager ? Donnez-vous de la place, parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai appris avec la maladie, mais il n'y a peut-être pas besoin de passer à travers toutes ces épreuves si difficiles pour comprendre que pour accéder à un mieux-être, il faut se donner de la place à soi-même, c'est la base, voilà, encore une fois. Super, écoute, un grand merci encore pour ton témoignage qui est très sincère et je trouve très lumineux. Et je pense que ça fera du bien à beaucoup de gens de l'écouter. Merci Amira. Merci Magali, à très bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.